On va faire un petit saut dans le passé. Je vais demander à Héloïse Kolebka, Frédéric Moncani de Saint-Aignan, Michel Lourd et Jérémy Morizet de nous retrouver sur scène. Alors, Héloïse Kolebka, vous êtes rédactrice en chef du magazine L'Histoire et je vous laisse nous replonger dans l'histoire de l'exploration des abysses et nous présenter vos invités. Merci à vous. Alors c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude des problématiques d'histoire et donc c'est quand on parle d'exploration des grands fonds, on voit que la curiosité elle s'est largement éveillée. Il y a eu beaucoup de recherches faites au XIXe siècle, le grand siècle des explorations, sauf que 150 ans plus tard, et ça on l'a dit, on le sait, quasiment rien des abysses n'est connu. La cartographie de la Lune est mieux connue que les sous-marins. Il y a plus d'humains qui ont été envoyés dans l'espace que d'humains dans les grands fonds. Alors pourquoi si peu explorer ? Pourquoi y aller quand même si c'est si compliqué ? Quels sont les enjeux, les richesses, voire les périls de ces explorations dans les grands fonds. Alors pour répondre, pour esquisser des pistes de réflexion, donc 3 invités, dont 2 qui ont plongé, connaissent, ont vu les abysses, ont cherché des épaves. Donc Michel Lourd, au milieu des invités. Donc vous êtes archéologue subaquatique, vous êtes un pionnier de cette exploration des abysses, notamment au sein du DRAS, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, que vous avez dirigé de 2006 à 2021. Et puis Jérémy Morizet, complètement à gauche, donc vous êtes océanographe, ingénieur, notamment spécialiste des sonars, et vous travaillez pour Deep Ocean Search, dont on a déjà entendu parler, dont le nom indique bien l'objectif. Mais je voudrais commencer par notre hôte, Frédéric Moncani de Saint-Aignan, puisque vous êtes le président de la Cité de la Mer. Vous avez été marin, officier de la marine marchande. Vous êtes officier de la marine marchande. Vous présidez la Cité de la Mer depuis 2023. Et j'aimerais bien voir avec vous, et puis on va s'appuyer sur des illustrations aussi de ce qu'on peut voir. Donc là, c'est juste pour rappel, les grands fonds à partir des abysses de 4000, les principales fosses. Mais donc, vous allez un peu être notre guide, déjà, dans les abysses. Que croyait-on trouver ? Que cherchait-on dans ces abysses ? Comment se les représentait-on ? Et pourquoi vouloir les explorer ? Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci de cette question. D'abord, je me sens un petit peu en difficulté sur cette tribune, puisque je succède à Bernard Covin, qui a été le père de la deuxième vie du Redoutable. Je succède à l'amiral Guichard, qui a plongé très profond à bord de sous-marins nucléaires d'attaque. Et j'ai autour de moi 2 personnes qui ont été sous l'eau. Moi, j'ai dû dépasser à peu près les 20 cm. Et donc, de plongée, mon expertise va tout de suite vous parler. Alors, pourquoi les abysses ? Je crois qu'effectivement, d'abord, dans l'histoire de l'humanité, l'homme, la femme, a toujours voulu savoir plus qu'est-ce qui se passe. Et puis quand on ne sait pas, on imagine. Donc on est sur de l'imaginaire. L'imaginaire, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau, qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, là où on ne voit plus. Et évidemment, à la Cité de la Mer, où il y a tout cet océan du futur où on va descendre progressivement vers les abysses et découvrir des créatures existantes, mais qui ont nourri l'imaginaire, bien avant de les connaître. On peut évidemment penser, ça a été dit, je crois, à l'instant, au capitaine Nemo, on peut penser à Moby Dick. Enfin voilà, il y a tout cet imaginaire, cette curiosité qui, quelque part, a entraîné, a provoqué l'envie d'aller voir. Alors, pas très profond au départ, on y reviendra tout à l'heure, et puis de plus en plus profond. Et puis là, bientôt, l'homme le plus profond du monde est à côté de moi. Donc, à peu de choses près, à quelques mètres près. Voilà. Donc voilà. Alors, comment tout ça s'est passé ?
D'abord, évidemment, et ça a été dit, c'est un milieu hostile. C'est un milieu où l'homme n'est pas fait pour vivre. Donc, il y a du noir, il y a du vide, il y a de la pression, il y a tout ça. Donc, il faut de la technologie, il faut de l'innovation, il faut de l'inventivité. Puis, il faut aussi un esprit d'aventure. Parce que, à l'égal, je dirais, de ceux qui partaient, comme Christophe Colomb, découvrir l'Amérique ou l'Inde, enfin, il s'est un peu trompé, mais il a découvert quelque chose, en tout cas. Et donc, voilà, c'est un esprit d'aventure, et je crois que la Cité de la Mer, quelque part, rend hommage à cette aventure, à ces aventuriers, avec une admiration très forte. En tout cas, moi, j'ai une admiration très forte pour tous ceux qui ont fait ça. Alors là, on voyait justement un peu l'imaginaire. Vous me disiez aussi que les 3 raisons pour y aller, c'est déjà, peut-être la première, la guerre, des raisons stratégiques. Et puis, il y a aussi le commerce, l'argent, le profit, et puis la science. Oui, vous avez résumé un peu les 3 points qui vont entraîner l'histoire de l'humanité vers les abysses. C'est un océanographe du début du siècle, milieu du siècle, Roger Sisley, qui résumait en disant « il n'y a pas d'océanographie innocente ». Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et effectivement, l'image qui est à l'écran là, le redoutable, montre que ça fait partie des terrains de jeu, si je puis m'exprimer ainsi, des nations pour s'affronter, prévoir l'affrontement, empêcher l'affrontement. Je crois qu'il faut avoir bien conscience, et surtout dans les temps qui nous occupent aujourd'hui, et peut-être malheureusement dans les temps à venir, qu'il reste 3 espaces libres dans lesquels les conflits seront les plus violents. C'est l'espace atmosphérique, et on voit déjà un certain nombre de dispositifs se mettre en place. C'est l'espace cyber, qui est un espace ouvert où effectivement la guerre hybride fait rage. Et puis c'est l'espace océanique, et évidemment l'espace océanique est à la surface, mais il y a plus encore les fonds marins. Et il est important pour les sous-marins, pour les sous-mariniers, pour la défense, la dissuasion nucléaire, de bien connaître les fonds, de bien connaître la cartographie, l'océanographie. Et donc c'est un premier moteur du développement de l'océanographie et de la connaissance des abysses. Le deuxième moteur, c'est évidemment la science. Alors, est-ce que c'est le deuxième ou le troisième? Mais je passerai en deuxième, c'est la science, parce qu'il faut connaître, il faut chercher à comprendre le moteur du climat. Ça a été dit tout au long de ces 2 jours du festival. Ça a été, et puis quand on connaît bien comment mieux protéger, comment mieux explorer avec de la technologie, etc. Un moteur aussi de témoignage, voire de patrimoine. Et c'est pas à Michel Lourd ou à Jérémy que j'apprendrai ça. Enfin, voilà, les images parlent maintenant. Autrefois, on voyait rien. C'était le monde du silence, le monde noir. Maintenant, on voit mieux. Et ça, c'est grâce à eux. Et puis, le troisième moteur qui est consubstantiel du deuxième, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain. Et on en a parlé hier de l'exploration, puis de l'exploitation des minerais, des grands fonds marins, les cheminées hydrothermales, etc., etc. Moi, vous l'avez dit, que je suis capitaine de la marine marchande. Quand j'ai commencé à naviguer il y a un peu plus de 40 ans, il ne se passait rien au fond de l'eau. Pour nous, c'était au-delà de 200-300 mètres, ça devait ressembler à rien. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Et donc, on n'en prenait pas soin. Je tiens à le dire. Je bats ma coulpe. À l'époque, rejeter nos saletés à la mer, il n'y avait même pas d'autres installations. On faisait comme ça. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait de la vie largement au-delà de ce que l'on connaît. Donc, l'appât du gain, voilà, les minerais, les biotechnologies bleues, etc., qui font que ceux qui maîtrisent, ceux qui auront la flotte océanographique la plus forte, ceux qui auront les connaissances océanographiques les meilleures, auront peut-être une chance d'être les premiers à gagner le gros lot. Alors, grâce dans la Cité de la Mer, on peut retracer un peu quelques étapes de cette plongée de plus en plus profonde. Donc, on commence effectivement avec les pieds lourds. Voilà, donc ça, c'était encore dans les années 30. Et puis, il y a ces petits rappels des différents engins, et dont beaucoup peuvent être vus dans cette extraordinaire grande galerie. Donc vous avez ici, on peut retracer un peu l'histoire des bathyscaphes.
les moyens, les outils pour descendre le plus bas possible. Oui, mais là, je parlerai sous le couvert de Bernard Covin. Il a tout dit. Ils sont tous là, les engins. Alors, j'ai fait une fiche parce que là, vraiment, je suis hors de ma zone de confort. Hein. Donc, le premier, je dirais, à avoir commencé à mettre la tête sous l'eau, c'est un certain Fréminet au XVIIIe siècle, en 1773. Bon, mais ça n'allait pas très loin. Après, dans les années 1860, 1870, on a commencé à avoir les pieds lourds, que tout le monde connaît. Hein. Tintin, le capitaine Haddock, là, quand ils descendent avec leur tuyau. Mais il faut vraiment attendre, la deuxième partie du XXe siècle pour avoir, avec Henri Germain Delauze, avec plein d'autres, la naissance de la COMEX et puis l'ensemble de ce mouvement qui va générer des plongées de plus en plus longues, de plus en plus profondes. La France est, ça faut aussi le dire, le répéter, la France est un pays phare dans la matière. Et le reste, il l'est toujours. Enfin, j'espère que Michel ne me contredira pas. Voilà, et puis je fais un grand saut dans l'histoire pour arriver à Jérémy, voilà, qui est encore une fois l'un de ceux qui a plongé le plus profond. Alors voilà, transition faite effectivement, puisque vous êtes détenteur du record français de la plongée la plus profonde, 10 806 mètres de profondeur. Donc là, on voit, on a réuni sur ce slide effectivement Henri Germain Delauze dont on parlait, parce que c'est aussi des aventures d'humains, c'est des aventures d'entreprise aussi. On voit là la place aussi d'entreprises privées dans cette aventure. Alors, Jérémy Morizet, d'abord peut-être, c'est donc très compliqué quand même de descendre dans ces très grandes profondeurs. Quelles sont les contraintes principales et comment on peut essayer de les pallier, notamment vous qui êtes un ingénieur, comment on essaie de travailler pour adapter les outils pour descendre plus bas? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Pour répondre à votre question, je dirais que la contrainte principale, c'est évidemment d'abord la pression. Et la plus grosse difficulté dans mon travail, c'est d'adapter des capteurs et des systèmes de positionnement aux pressions extrêmes des grandes fosses. Et il faut savoir qu'il y a très peu d'engins à la surface de la planète capables de descendre à ces gammes de profondeur. Et quand vous vous adressez aux fabricants de matériel pour avoir un sonar latéral, un sondeur multifaisceau, un système de positionnement capable de travailler à 11 000 mètres, eh bien, la plupart d'entre eux vous claquent la porte au nez en vous disant qu'ils ne sont pas intéressés au développement d'un capteur qui va servir une fois ou qu'ils vont vendre 1 ou 2 exemplaires, quoi. Donc ça, c'est la difficulté principale. Donc, il a fallu, sur l'épopée du limiting factor, qui est ce submersible avec lequel j'ai plongé il y a 3 ans pour la première fois, essayer de développer des transducteurs. Donc c'est ces antennes qui sont capables d'émettre le son dans la colonne d'eau, des transducteurs capables de travailler par 11 000 mètres de fond avec 1100 bars de pression appliquées sur les piezo. Donc il a fallu malgré tout s'adresser aux fabricants, puisque nous-mêmes ne sommes pas des fabricants de matériel, les convaincre de faire de petites unités et essayer de fabriquer derrière l'électronique qui allait permettre l'utilisation de ces capteurs. Donc nous sommes passés par différentes phases de développement et au prix de quelques plongées, nous avons réussi à fournir à Victor Vescovo à l'époque un sonar capable de travailler avec 400 mètres de portée, un sonar basse fréquence, et plus tard, 2 ans plus tard, nous avons procédé à une espèce de rétrofit de l'électronique et nous avons atteint 800 mètres de portée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'engin limiting factor qui s'appelle aujourd'hui Bakunawa peut travailler avec une fauchée, on appelle ça une fauchée de 1,6 km, donc insonifier une bande de terrain d'1,6 km au fil de son avancement sur le fond. Voilà. Et ça à 11 000 mètres de profondeur. À 11 000 mètres de profondeur, et donc du coup il peut travailler dans toute la colonne d'eau, puisque le sous-marin, évidemment le submersible est fait pour descendre à 11 000 mètres, mais il peut évidemment travailler dans tout type de profondeur. Ouais. Alors,
pourquoi, on revient à cette question, pourquoi aller dans le fond? Alors, vous-même, et notamment avec Deep Ocean Search, vous avez travaillé notamment, alors j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu vos grandes plongées, vos grandes recherches d'épaves, avec des objectifs différents et des personnes qui vous ont demandé des projets sur des projets vraiment différents. Oui, tout à fait. Alors Maëva a parlé tout à l'heure de nos opérations depuis 20 ans avec Deep Ocean Search. On a été amené à travailler majoritairement pour le gouvernement britannique qui a missionné la société pour aller retrouver des cargaisons de métaux précieux qui prennent plusieurs formes. Alors des pièces d'argent comme on peut voir sur l'image, là ça c'est les pièces du City of Cairo, des lingots d'or, des lingots d'argent, de la poudre, des précipités d'or dans des barils. Donc tout ça peut prendre des formes diverses et variées, essentiellement sur des navires qui avaient été coulés pendant la Seconde Guerre par des U-boats allemands à l'ouest de l'Afrique du Sud. Et donc, voilà, on a été amené à monter ces projets qui ont été cofinancés par des fonds privés sous mandat britannique. Et c'est des projets qui sont longtemps restés secrets puisqu'il a fallu, après à l'État britannique, le temps de constituer les dossiers, de retrouver les ayants droit pour à la fin faire une redistribution juste pour tout le monde, payer les frais de la mission, retrouver les ayants droit, restituer une partie du trésor au trésor britannique. Et donc voilà, donc ça représente un certain nombre d'épaves sur 20 ans, mais ça n'a pas été la seule activité de DOS. On a été aussi amené à travailler sur la recherche de sous-marins militaires, comme le Harrassin Juan, qui a implosé il y a quelques années au large de l'Argentine, la Minerve, le fameux sous-marin de guerre français. Nous avons été amenés à travailler aussi sur des crashs aériens, et là il s'est agi d'aller récupérer des boîtes noires et puis des restes humains, des corps humains. Donc un travail en coordination avec l'État français, les avionneurs, les médecins légistes. Donc un travail très, très difficile, très intense, passionnant. Et voilà, donc ça a été un peu le panel d'opérations sur une vingtaine d'années. Et là, aujourd'hui, la société DOS continue de travailler dans ce secteur et se rapproche un peu plus aujourd'hui des petits fonds pour aller opérer dans des gammes entre 0 et 200 mètres et s'adresser au marché des EMR et de l'offshore de manière plus générale. Voilà. Alors, on a entendu cette aventure de l'endurance, donc ça a été aussi une des grandes aventures, avec en plus le problème du froid, là. Absolument, le problème du froid qui a été assez problématique pour les engins, à commencer par les treuils. Les treuils ont été les premiers objets à nous lâcher sur le pont de la Goulasse, le navire brise-glace sud-africain. Bien que nous soyons sur des ponts couverts au-dessus et sur les côtés, un vent très froid soufflait quasiment en permanence sur les engins. Et on s'est retrouvé avec des treuils gelés dont l'électronique se mettait en rideau. Et malheureusement, sans treuil, la mission était arrêtée. Donc il a fallu trouver des combines, il a fallu réchauffer avec des espèces de sèche-cheveux géants les treuils, il a fallu mettre notre robot sous-marin sous une couverture comme un cheval de course, entre deux plongées, pour le garder au chaud. Et voilà, donc le froid a été un paramètre assez contraignant de la mission. Le deuxième paramètre, évidemment, c'est la glace en surface qui arrache le bateau support. Donc comme l'endurance de Shackleton, vous faites capturer assez rapidement par la mer de glace, et puis vous vous faites emmener comme ça dans des gyrations un peu imprévisibles, pendant que votre robot, lui, est au fond et tente de travailler. Et donc il faut essayer d'anticiper ces dérives et de travailler le plus longtemps possible avant de remonter le robot, se relocaliser et refaire une plongée. Donc ça a été vraiment les deux grands paramètres, le froid, la dérive. Et voilà. L'histoire se termine bien. On a retrouvé l'épave de l'Endurance 100 jours, jour pour jour, après l'enterrement de Sir Ernest Shackleton, que l'on est allé saluer d'ailleurs pour clôturer la mission en Géorgie du Sud, une île magnifique. Et voilà, et tout ça a été un très grand moment. Alors là, on change d'ambiance, puisque c'était le désir d'un Américain de retrouver l'épave du Samuel B. Roberts coulée lors de la guerre de l'Asie-Pacifique, la bataille de Leyte.
Exactement. Donc le Samuel B. Roberts, c'est un navire américain, un destroyer escort qui a été coulé pendant la bataille de Samar, au large de Samar, aux Philippines. Et c'est aux États-Unis une bataille qui est très connue. La flotte américaine était en défaut de taille et de puissance par rapport à la flotte impériale japonaise. Et la bataille était presque perdue d'avance. Et dans cette bataille, il y a ce petit navire qui est un destroyer escort beaucoup plus petit que le reste de la flotte américaine et beaucoup plus petit que la flotte impériale japonaise, qui s'est déplacé très vite et n'a pas manqué de courage et a infligé en fait de lourdes pertes à la flotte japonaise. Il a fini par prendre le feu de partout et par sombrer, mais il a tenu en respect pendant une bonne partie de la bataille les gros navires japonais, laissant aux autres navires américains le temps de se repositionner pour attaquer. Donc c'est un petit navire qui s'est battu comme un lion, il a fini par sombrer et il est devenu un peu légendaire comme ça aux États-Unis. Il est enseigné dans les académies navales et Victor Vescovo avait à cœur de le retrouver au même titre que le porte-avions qui était à ses côtés, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, vous retrouverez, le Gambier Bay, voilà. Et donc Victor Vescovo s'était mis en tête de retrouver ces deux navires. Et en fait, en cherchant le Gambier Bay, nous sommes tombés sur le Samuel B. Roberts. Il y a eu une petite inversion de site dans les recherches en archives. Et par presque 7000 mètres de fond, on a localisé d'abord le triple lance-torpille caractéristique du Samuel B. Roberts, qu'on ne voit pas, qu'on discerne à peine sur l'image. Et nous sommes retournés, donc ça a clôturé une première plongée avec le pilote australien Tim McDonald. Et le lendemain, nous sommes retournés sur le site avec Victor Vescovo et de débris en débris, en jouant au petit poussé, on a finalement retrouvé le site principal du naufrage. Et on est tombé nez à nez avec cette épave et on a ramené ces images qui sont un peu floues puisqu'elles sont prises de l'intérieur du limiting factor. Et on a passé environ 2 heures à ausculter le navire et à le filmer sous tous les angles voilà, avant de remonter, de clôturer la mission. 6895, c'est un record ou... C'est aujourd'hui l'épave la plus profonde connue à ce jour. Il y en a certainement d'autres plus profondes. Peut-être que le Gambier Bay est un peu plus profond, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, oui, c'est l'épave la plus connue, la plus profonde. Et puis donc, il y a ce fameux record. Donc là, on voit le Bakunawa, qui est le nouveau nom du Limited Project. Et donc, c'est dans ce bathyscaphe que vous avez réalisé cette descente dans la fosse des Tonga. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on vit? Quelles sont les sensations? Alors les sensations pour moi sur cette deuxième expédition étaient un peu plus connues. La première descente sur le Samuel B. Roberts, sur la session du Samuel B. Roberts a été beaucoup plus angoissante. J'étais pas du tout préparé à ça. Je me suis retrouvé du jour au lendemain dans la peau d'un océanaute. Donc je suis passé par bon nombre d'émotions. Là j'étais quand même plus en confiance. Je plongeais à nouveau avec monsieur Tim McDonald, qui n'est pas Luc Siebermayer. Je sais que l'erreur a circulé. Donc je connaissais bien le pilote, je connaissais bien l'engin. Et donc j'étais quand même beaucoup plus serein sur cette nouvelle descente. Le fait est qu'on a cru ne pas pouvoir la faire, cette plongée, puisqu'on a eu énormément d'avaries sur cette session. On a eu des avaries électriques successives. J'ai moi-même fait 3 plongées consécutives avortées dès la surface, où il a fallu tout remettre à bord, tout recycler pour replonger le lendemain. Et finalement, sur cette ultime plongée, une nouvelle avarie. Et là, le pilote dit « Bon, c'est une petite avarie, on y va quand même, sinon on ne la fera jamais, cette plongée. » Et on est descendu au fond de la fosse des Tonga pour valider un équipement de positionnement sous-marin qui s'appelle un USBL et qui est un système qui est censé pouvoir positionner votre submersible au fond de l'eau. Voilà. Donc pour pallier justement l'absence de transmission. Exactement. Donc encore une fois, l'acoustique intervient. Donc en fait, vous avez un jeu d'interrogation-réponse entre le fond et la surface et une triangulation entre divers transducteurs qui vous restituent la position en 3 dimensions de votre engin sous l'eau. Et donc ça marche.
Et donc ça marche. Alors le système est très perfectible à cette profondeur-là, puisqu'avec la distance parcourue, vous avez une dilution de la précision qui doit être comment dire, compensée par d'autres systèmes de positionnement qu'on appelle des centrales inertielles. Mais en tout cas, le système testé a fait le job. On a eu quelques pertes de positionnement pendant les essais, mais tout à fait acceptable, et on a validé un des systèmes qu'on avait à tester ce jour-là. Donc on est descendu pendant 10 heures et on a arpenté le fond de la mer pour un peu challenger ce nouveau système afin de voir si nous maintenions les communications avec les propulseurs de l'engin en marche en générant du bruit. Et on est allé au bout des tests et on est remonté. Donc voilà, c'est à cette occasion-là que j'ai fait cette plongée mémorable. La descente dure combien de temps ? La descente dure 4 heures. Vous avez 2 heures pour travailler au fond et vous avez 4 heures de remontée. Vous descendez, vous montez à 1 mètre seconde à peu près. Et voilà, et c'est un grand moment. C'est plutôt un voyage intérieur, une descente dans une fosse océanique. Vous avez très peu de prise, très peu de vue sur l'extérieur. Vous avez des tout petits hublots. Et puis, vous êtes quand même très concentré sur votre mission, sur vos équipements. Pendant toute la descente, vous êtes suivi. Donc, vous essayez de maintenir ce lien acoustique, vocal et de positionnement avec le bateau support. Donc vous êtes quand même sur vos engins, sur le PC, et donc vous êtes plus dans un état d'extrême concentration, et vous vous représentez l'endroit où vous êtes plus que vous ne le voyez en fait. Voilà. Et il se trouve qu'en plus l'Abyss Horizon, cet endroit où nous avons plongé, n'est pas un endroit hyper spectaculaire. Il n'y a pas de grande formation géologique. Vous arrivez sur un fond parfaitement plat avec un sédiment très farineux, très blanc. Vous avez vite fait le tour du décor. Voilà. Alors, on va continuer à plonger avec Michel Lourd. Donc, puisque vous aussi, vous allez dans les profondeurs. Alors, cette fois, avec un acteur public, la DRAS, vous avez eu un grand projet, vous allez nous en dire plus, ambitieux. Oui, on est très bien, on peut rester dans sa baignoire finalement, pourquoi s'embêter? Allez, dans le Bakunawa. Et puis alors vous allez nous en dire plus sur cette archéologie, puisque la plongée c'est aussi descendre dans le passé. Alors, il y a un petit film, voilà. Oui, alors ce film raconte en quelques images un programme que nous développons, que j'ai lancé en 2007, qui s'appelle l'Archéologie des Abysses. Je crois qu'en préambule, il faut rappeler que la mer est le plus grand musée du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Salomon Reinhardt, un archéologue français en 1928. Il l'a pressenti et nous l'avons vérifié depuis. Là, vous venez de voir la première image, c'est un site qui a été détruit par un panneau de chalut. Et là, oui, parce que vous voulez commencer par ça. En fait, voilà. En fait, je voulais vous montrer, une épave qui est dégradée par un panneau de chalut à 330 mètres de fond, mais vous allez voir d'autres dégâts, et une épave qui est encore homogène, qui n'a pas été dégradée par le passage d'un chalutier. On a évoqué ces 2 derniers jours la pêche de grande profondeur. C'est une des grandes menaces. C'est ce qui d'ailleurs m'a amené à... Parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère? Il y a beaucoup d'épaves sur les zones infralittorales. Et pourquoi aller si loin chercher des épaves? Tout simplement parce que la mer est le plus grand musée du monde, mais c'est le musée le moins protégé. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de surveillance effective. Là, vous avez par exemple une épave qui se trouve par 400 mètres de fond. C'est un chalutier armé, et il est devenu quasiment inaccessible. Vous le comprenez que pour un robot et pour les pilotes de robots que nous sommes, c'est pas l'idéal. Là, vous avez des épaves du canal de Sicile dont on a fait l'expertise fin 2002 dans le cadre d'une mission internationale sous l'égide de l'UNESCO. Donc vous avez des épaves qui sont des épaves antiques, entre 600, 700, 800, 900 mètres de fond. Donc je voulais vous montrer un peu ces images. Ce qu'on peut trouver, donc justement, ce sont des amphores. Et qui sont intacts, contrairement à sur Terre où on retrouve beaucoup de tessons. Alors, c'est exactement l'intérêt des épaves profondes, c'est qu'au-delà du chaos initial qui est celui du naufrage, elles n'ont pas fait l'objet de récupération par les populations littorales, évidemment, à l'époque du naufrage, par suite de leur profondeur. Elles ne sont pas touchées par la houle, les bateaux ne se sont pas fracassés dans les roches, elles sont à l'abri du Teredo navalis, qui est un ver, appelons-le termitator, c'est un ver qui mange le bois. Donc, et depuis l'essor de la plongée sportive dans les années 50,
elles n'ont évidemment pas, ces épaves, été visitées et pillées. Donc on a des réceptacles. Simplement, moi quand j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps, dans les années 70, fin des années 70, on parlait des épaves profondes comme nos réserves de musée, en se disant un jour quand on sera grand. Et puis on s'est rendu compte un jour qu'on était grand et qu'on n'avait pas vraiment attaqué le sujet, alors que ces épaves étaient désormais menacées par les activités humaines, activités de l'offshore, mais surtout les chalutiers. D'autant que les épaves sont des niches pour la vie marine et que du même coup, les chalutiers, depuis qu'on utilise des GPS, peuvent s'en approcher de plus en plus près pour ratisser le poisson qui y séjourne. Et évidemment, de temps en temps, il y a des coups de chalut et puis une épave romaine, personne ne s'en rend compte. Alors le danger, c'est que sur une épave antique, grosso modo, à la vitesse d'un chalutier, en 8 secondes, une épave qui est demeurée 2000 ans intacte va être totalement détruite, dispersée, parfois sur des centaines de mètres carrés. Même jusqu'au bois de l'épave va être arraché. Et lorsqu'elle suit une épave contemporaine, c'est le chalut qui y reste et du même coup, le bateau devient inaccessible. Ça, c'est une épave mystère. Je l'ai amenée juste pour exciter votre esprit. C'est une épave qui se trouve par près de 600 mètres de fond entre la France et l'Italie. Donc, on a fait l'expertise d'un bateau qui est 19e. La construction date de 1883. Je l'avais situé vers 1880. Sauf que ce bateau a coulé il y a quelques années, mais il n'y a pas un document au monde qui signale la perte de ce bateau. Et vous le trouvez encore en location sur des sites Internet. Je conseille à Marion d'amener son casque pour faire du bateau sur celui-là. En tout cas, voilà, personne ne sait ce qu'il est arrivé de ce bateau. Là, vous avez un bateau tout à fait extraordinaire, hein, le Francesco Crispi. Je suis amoureux de cette épave. C'était un paquebot construit en 1926 qui avait été affrété pour faire du transport de troupes italiennes vers la Corse et qui a été torpillé par un sous-marin, le HMS Saracen. On a retrouvé les deux. Vous avez ici le Saracen qui a torpillé le Francesco Crispi. Et quand on se déplace avec les robots, en fait, on voit la lumière qui passe dans les grands salons et c'est absolument extraordinaire. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se déplace avec une lampe. Voilà. Donc ces épaves ont cet intérêt pour nous d'avoir conservé des témoignages matériels qui sont en excellent état. Évidemment, la vie à terre, les villes se reconstruisent en permanence, les objets sont jetés parce qu'ils sont détruits, on arrase les superstructures urbaines pour reconstruire, et alors qu'au fond, il n'y a pas ce problème-là. Donc contrairement aux archéologues terrestres dont je fus il y a 45 ans, nous on travaille sur des collections qui sont intactes et qui font vibrer tous les archéologues terrestres qui viennent nous voir. Alors là, il a fallu développer des technologies, voilà, évidemment. Puisque l'humain ne peut pas plonger si profond. Non, ça serait one way, quoi. C'est-à-dire que voilà, vous lui dites au revoir tout de suite dès la surface et vous lui demandez comment il va renvoyer ses données, mais lui ne reviendra pas. Donc là, on a travaillé avec des scientifiques pour mettre au point des systèmes pour faire du relevé systématique et de la photogrammétrie en 3D immédiate. Parce qu'évidemment, nous, on n'y va pas pour récupérer simplement des objets, mais pour étudier les témoignages matériels jusqu'à la construction du bateau. Donc tout ça n'était pas... Là, vous avez par exemple une restitution 3D d'un chargement du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc nous, notre objet, c'est vraiment l'étude, c'est moins la quête de la profondeur. On en parlait avec Jérémy, mais j'ai aussi travaillé avec Victor Vescovo sur la Minerve, justement. Et nous, au fond, la profondeur nous est indifférente, c'est l'épave qui nous intéresse, quelle que soit sa profondeur. Là, vous avez un paquebot, un cuirassé français, sud-Sardaigne, 28 nautiques, au sud de la Sardaigne, qu'on a étudié en 2015-2016. Le Danton, un cuirassé français, torpillé par le U-64, un U-boat allemand. Et donc là, l'idée, et là vous pouvez le voir, puisqu'on restitue ces images au public, vous avez la restitution 3D, et aujourd'hui, dans la nouvelle mouture du musée de la Marine à Paris, vous pouvez visiter le Danton, puisqu'on a fait une restitution 3D en volume et à l'échelle. Voilà, donc ce qu'on a développé, c'est surtout, on s'est obligé à devenir nous-mêmes robots, enfin on s'est associé évidemment à des roboticiens. Mais on s'est rendu compte que les robots sur étagère, il n'y en a jamais sur étagère, mais c'est une formule passe-partout, ces robots ne répondent jamais aux exigences des archéologues sous-marins qui travaillent sur des objets qui sont extrêmement fragiles, des bouteilles qui peuvent être fêlées. Alors vous allez voir justement, il y a quelques années, là on est en 2013 je crois, on utilisait encore des pinces hydrauliques jusqu'au moment où on a compris que ces pinces étaient totalement inadaptées aux objets archéologiques,
Parce qu'à part quelques objets qui s'y prêtent, sinon une pince hydraulique, quand elle se referme sur une bouteille, sur une assiette qui a un rebord à marlie, elle s'arrêtera de serrer quand l'assiette sera brisée. Donc on s'est trouvé on a travaillé avec beaucoup d'appareils. On a fait un état des lieux de la robotique mondiale. Puis on s'est rendu compte que tant les militaires que dans l'offshore, leurs besoins étant différents, leurs machines l'étaient aussi, et ça ne correspondait pas. Alors on s'est mis à concevoir et à fabriquer nos propres machines avec des systèmes de préhension qui s'adaptent à la forme de l'objet, dont on sent parfaitement la pression quand on ferme. Alors là, vous avez par exemple des bouteilles en verre fêlées, qui sont des bouteilles perdues en 1664 sur un bateau qui s'appelle la Lune, que nous fouillons depuis plusieurs années, par 91 mètres de fond. Là, on pourrait le faire en plongée, mais la différence en plongée, c'est que c'est un aller-retour très rapide. Vous ne pouvez pas amener une équipe de 40 personnes, étudier une épave à 91 mètres pendant des années sans perdre forcément quelqu'un, alors qu'avec les robots, on travaille 10-15 heures par jour sans aucune difficulté. Voilà, donc là, ça, c'est des griffes que nous avons conçues. Voilà, vous voyez, pour vous prouver que les bouteilles n'ont pas été cassées. Et puis, aujourd'hui, on travaille sur un autre élément, puisque l'humain reste quand même la plus belle machine du monde. Et donc, on reste quand même en souffrance. Et donc, on est en train de développer une nouvelle génération de machines, et on finira tout à l'heure dessus, notamment des avatars d'archéologues sous-marins, c'est-à-dire un être humain, un humanoïde. Et donc là, je travaille avec le Stanford Robotics Lab de l'université Stanford en Californie. Depuis plusieurs années, on est centre d'essai. Là, c'est une machine qu'on a conçue qui travaille jusqu'à 2500 mètres. Ça s'appelle Arthur. Tous nos robots ont des noms à la con, je vous dis tout de suite, parce qu'il y a un esprit potache chez nous. Alors, je vous ai mis ceux qui sont présentables, parce qu'on a Hilarion, Bidouble, Griffouble, etc. C'est très difficile à expliquer quand on est à l'international, les noms de nos robots. Arthur, c'est simple, quoi. C'est plus facile. Celui-là, on l'a appelé Arthur. Donc lui, il transporte sa caisse, il peut faire de l'aspiration, du soufflage, il ramasse, il remet les objets dans la caisse, il reprend sa caisse au moment de partir. Donc il fait de 4K, 8K. Donc, voilà. Là, on est devant des machines totalement... Alors tout ça, c'est né dans des cahiers des charges définis par des archéologues, donc en l'occurrence, c'était moi-même, avec des roboticiens. Et là, vous avez Ocean One. Donc là, c'est même Ocean One K, c'est la version 1K pour 1 km, 1000 mètres. Et actuellement, avec Stanford et Oussama Khatib et le LIRM de Montpellier, Vincent Creuse, on travaille à une nouvelle génération. C'est un robot 5000 mètres, toujours un humanoïde. On travaille beaucoup sur son... Vous allez voir les mouvements, là, c'est des images qui datent d'il y a 3 ans. 3-4 ans même maintenant. Là, quand vous prenez une lampe à huile romaine, vous voyez que le geste est un petit peu... Il est souple, mais on voit qu'il est pâteau. Ocean One, à l'époque, c'est un peu un gros bébé. Hein. Il fait quand même 200 kilos, mais c'est vraiment un gros bébé. Et donc, aujourd'hui, on travaille, en fait... ça, c'est une campagne sur le Francesco Crispi. Avec Oussama, on avait l'ambition, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais on avait l'ambition de rentrer dans les salons pour les visiter. Puis je ne sais plus si c'est lui ou moi. En tout cas, j'ai vu à l'attention de tous les gens qui nous entouraient que ce n'était pas raisonnable. Et donc on s'est arrêté en se disant, parce que là, s'il rentre à 500 mètres, il vous racontera sa vie pendant des siècles là-bas, mais il ne reviendra plus avec nous. Voilà, et ça, c'est la plongée record d'Ocean 1K. On était à 850 mètres. Dans la baie de Cannes. Voilà, donc ça, c'est l'archéologie des abysses, c'est les machines qui, à mon avis, c'est la prochaine génération. Alors, on a parlé des sous-marins, etc. Nous, on a abandonné cette idée du sous-marin. C'est très lourd, il y a des humains dedans, donc ça complexifie énormément. Ça veut dire les humains ont des besoins, quoi, donc quels qu'ils soient, et donc on ne peut pas les laisser 2 jours au fond. Et donc on a abandonné. En plus, on a parlé du Nautile. Le Nautile, en plus du Nautile lui-même, c'est 18 tonnes de pièces détachées. C'est une équipe de 9 personnes, etc. C'est hors des moyens de l'archéologue. Et donc on a plutôt travaillé désormais, et aujourd'hui j'en suis heureux, on a travaillé sur la conception des robots, où, tu le rappelais, c'est vrai que tous les sous-marins où moi j'ai travaillé, on voit rien, quoi. Pour moi c'est hyper frustrant, quoi. Le hublot c'est que dalle. Et donc vous n'avez pas une vraie vision de l'épave. Alors qu'avec un robot comme ça, vous êtes devant, vous pouvez projeter sur le bateau, on a des écrans, les gens restent sur nos grands écrans.
Ils ont vraiment l'impression d'être au fond. Et avec Ocean One, ce qui change complètement, c'est un avatar. C'est-à-dire que quand vous le pilotez, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ocean One, vous tournez la tête, il tourne la tête. Vous levez la tête, il lève la tête. Vous prenez un objet, il prend l'objet. Vous le lâchez, il le lâche. Vous cassez l'objet, il casse l'objet. Voilà, il fait exactement ce que vous faites. Et vous avez le ressenti, c'est les mains haptiques, vous avez un retour d'effort. Ça veut dire que quand vous prenez la bouteille, vous sentez tout de suite qu'elle est fragile, ou l'objet, quel qu'il soit, ou vous sentez qu'il est soudé par-dessous, donc vous allez donner un coup de soufflage. Voilà, ça c'est l'archéologie des abysses, et c'est de la pluriactivité. Hein. En général, la plupart du temps, dans l'industrie ou le militaire, on travaille avec une seule machine au fond. Alors qu'évidemment, si vous voulez faire une fouille sur un site du XVIIe siècle avec une seule machine, il faudra envisager que vos petits-enfants soient archéologues. Ce n'est pas possible, donc il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux sur le fond. Donc on a aussi mis au point des méthodes très spécifiques de pluriactivité. Alors, on travaille avec 4 ou 5 robots. C'est passionnant, mais il nous reste 3 minutes. Il reste 3 minutes et il y a des questions qui sont arrivées en plus. Et je voulais quand même un mot de conclusion du président, puisque voilà, la Cité de la Mer, c'est aussi peut-être une façon de mieux connaître les abysses. Tout à fait. Enfin, je crois que ça vient d'être démontré. Moi, je dirais la Cité de la Mer... c'est fait pour commencer par de la curiosité. Qu'est-ce que c'est, les abysses ou le reste? La curiosité va entraîner de la compréhension, comment ça marche, ou comment c'est organisé. Et puis cette compréhension va donner envie de protéger, puisqu'on protège bien que ce que l'on aime. Donc on est là pour ça. Et puis on est surtout là pour ça, je dirais, pour les générations futures. Pour ceux qui, en première matinée hier, il y avait des classes. Bernard Covin a lancé ce programme Génération Océan qui est absolument majeur. Faire venir les plus jeunes ici pour qu'ils découvrent les profondeurs, les abysses, mais pas que, la vie, mais pas que les épaves, et pas que la défense, le redoutable, etc. Et vraiment qu'on connaisse mieux l'océan, qu'on ait envie de le protéger, et aussi... que ça soulève des vocations, que ça lève des vocations de marins, des vocations d'océanographes, des vocations d'océanautes, des vocations d'ouvriers dans la construction navale, etc., etc. Et je pense que si on fait que ça, on aura déjà bien avancé l'émission. Quelques questions, effectivement, qui sont remontées. Alors, juste un terme à expliquer, ça veut dire quoi, insonifier? Alors, insonifier, dans le jargon de l'océanographe, c'est projeter du son sur le fond de la mer afin de générer une imagerie acoustique, un peu comme l'échographie en médecine. Ça, vous projetez du son, vous recevez un écho, et de ce trajet, de ce retour d'impulsion, vous générez une image en dégradé de gris, de la couleur que vous voulez. Voilà. On reste toujours sur le son. Pourquoi faut-il des transducteurs pour le son à 11 km ? Il faut des transducteurs pour le son à n'importe quelle profondeur, parce qu'en fait, le transducteur, c'est ni plus ni moins qu'un haut-parleur dans l'eau. En fait, voilà. Donc il faut que vous fassiez battre un petit piezo pour générer une impulsion acoustique qui va traverser l'eau, rebondir sur le fond et revenir à ce même transducteur qui, cette fois, est en position d'écoute et qui va générer votre image acoustique. Pourquoi les submersibles sont-ils souvent jaunes ? Parce que c'est une couleur qui se voit bien dans l'eau. Ouais, c'est une des dernières couleurs qui disparaissent dans l'eau. Voilà. Et puis peut-être une dernière question. Alors oui, juste, est-ce que vous avez remonté des éléments de l'Endurance ou du Samuel B. Roberts ? Non, absolument aucun. Le site de l'Endurance, il est sanctuarisé. Il y a un programme de conservation à venir. Et donc, on ne sait pas ce qu'on va faire de cette épave. Ça ne nous appartient pas. C'est les Britanniques qui vont décider de l'avenir de ce site. Et en attendant, il est bien sûr protégé. Ouais. Et puis une dernière question, quels sont les intérêts pour les robots d'avoir une forme humanoïde et non pas une forme de poisson, par exemple ? Parce que vous pilotez un humain tous les jours, ce qui fait que quand vous pilotez un humanoïde, vous n'avez pas ce problème d'une grosse masse quadrangulaire avec son volume spécifique en vous disant est-ce que je rentre là ou pas. Quand vous passez... en fait, l'observation, on a tout essayé, des sphères, etc. C'était nos premiers projets. Puis on s'est rendu compte que vous circulez dans la rue à Paris ou à New York, vous heurtez pas tous les 2 mètres quelqu'un. Même s'il y a de la foule devant les Galeries Lafayette, vous n'allez heurter personne, a priori. Et ben, c'est la même chose quand vous pilotez un humain, c'est-à-dire un humanoïde, quelque chose qui vous ressemble. Vous savez immédiatement si ça passe ou si ça passe pas, ce qui n'était pas le cas avec les grandes machines quadrangulaires. C'est pour ça qu'on y a renoncé.
Parfait, merci beaucoup messieurs. Merci Merci. Héloïse.